Pikachu et Sonic, c'est au tour de Mario, véritable icône du jeu vidéo et de la pop culture, d'être adapté sur le grand écran. Nous aurons la chance de découvrir The Super Mario Bros Movie dans les salles obscures le 7 avril 2023. Et nous allons vous montrer dans cette vidéo que le plombier moustachu en a encore sous la casquette. Bonjour à tous et à toutes, je suis Yugi, votre fidèle narrateur, et avec Mouni au montage, on vous embarque avec nous pour un instant ciné. Dès 2015, un partenariat créatif est annoncé entre Nintendo et Universal qui ont pour projet de créer une zone dédiée à Nintendo dans les différents parcs à thème Universal Studios. Une zone sera construite dans un premier temps au Japon et sur les deux sites américains d'Hollywood et d'Orlando par la suite. La création de la zone Nintendo de Universal Studios Japan a commencé en juin 2017 et a été inaugurée en mars 2021. Et la grande ouverture de Super Nintendo World au Universal Studios d'Hollywood est prévue pour 2023. Le projet de Nintendo est simple mais ambitieux, conquérir le marché du divertissement. Après des partenariats avec Lego, la franchise compte bien s'étendre dans le domaine des parcs à thème et au cinéma. C'est dans ce contexte que Chris Meledandri, le fondateur d'Illumination Pictures, qui est une filiale d'Universal Pictures, tient à rencontrer Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario. L'idée d'un nouveau film sur Mario et sa clique provient donc de la rencontre entre ces deux hommes. Il nous semble pertinent de faire un focus sur la carrière de ces deux géants du divertissement pour mieux cerner le contexte de création et de production du film. Commençons par Chris Meledandri. Il s'agit d'un producteur de cinéma américain. Cet homme a travaillé pour des grands studios d'animation. Il a bossé chez Disney et chez Blue Sky avant de fonder son propre studio Illumination Pictures. Mais si vous n'êtes pas familier avec les métiers du cinéma, vous vous demandez peut-être « Mais c'est quoi le rôle d'un producteur en fait ?» Eh bien, tu vois Jamy, c'est très simple. Un producteur, c'est celui qui assume la fabrication d'un film, de sa conception à sa diffusion. Il peut avoir des rôles très différents, mais il sera généralement le pont entre les investisseurs, qui mettent de l'argent dans un film, et les créateurs, à savoir les réalisateurs, les scénaristes, les costumiers, etc., qui représentent le pôle créatif du projet. Le producteur est un décisionnaire dans la mesure où il doit donner son accord sur la faisabilité de telle ou telle scène. Il se charge également avec ses assistants de la partie administrative, économique et juridique du tournage. Donc, contrairement à ce que l'opinion publique et l'imaginaire collectif véhiculent, il n'est pas nécessairement un néo-capitaliste véreux qui entrave le processus créatif du réalisateur. Bon, terminons-en avec cette parenthèse. Et faisons un zoom sur Chris Meledandri, pour vous donner quelques idées des films sur lesquels il a bossé. Chez Disney, il a été producteur sur le film Rasta Rocket. Il a également travaillé 13 ans pour la Fox, où il y fondera le département d'animation. C'est sous sa direction que la Fox va acquérir la société Blue Sky d'ailleurs, qui était à la base une boîte de pub et d'effets visuels qu'il a développé jusqu'à en faire une société prospère à qui on doit les films L'Âge de glace. Il a également travaillé comme producteur sur les films Robots, Alvin et les Chipmunks, Les Simpsons et Horton. Et finalement, avec son studio Illumination Pictures, le studio d'animation derrière Moi Moche et Méchant, Les Mignons, La Famille Adams ou encore Tous en scène. Ensuite, et c'est là le point le plus important, nous devons nous attarder sur la carrière du maître du jeu vidéo et du papa de Mario. Je parle bien sûr de Shigeru Miyamoto. Miyamoto est un créateur et producteur de jeux vidéo. Il fait des études de design industriel et commence à travailler chez Nintendo dès 1977. À cette époque, l'entreprise est en pleine mutation. Elle était spécialisée dans la confection de jouets et elle va se reconvertir dans le développement de jeux vidéo. Les postes occupés par Miyamoto au sein de l'entreprise sont très variés, car à cette époque, les entreprises de jeux vidéo n'en sont qu'à leur balbutiement et tous les employés se doivent d'être polyvalents. Et on m'a fait travailler avec d'autres dessinateurs sur des motifs de papier d'emballage, sur le design de package ou encore sur des jeux de cartes. Le jeune japonais s'occupera du packaging des jeux, de leur développement et même du design de certaines manettes et de certaines consoles. Je pense à la Famicom, la Super Famicom, la Nintendo 64 et enfin la merveilleuse GameCube. Il prendra rapidement du galon. Miyamoto va créer des univers et des personnages cultissimes comme Donkey Kong, dont le jeu vidéo éponyme sortira en 1980, dans lequel apparaît Jumpman, la première version de Mario. Il fera ensuite Mario Bros et Super Mario, ainsi que la saga des Mario Kart, The Legend of Zelda, Star Fox, etc. Il faut savoir que Shigeru Miyamoto est l'une des figures emblématiques de Nintendo et du jeu vidéo de manière plus large. Il est considéré par beaucoup de gamers comme étant l'un des piliers du jeu vidéo. Et a raison, car il sera à l'origine de nombreuses innovations dans le secteur.
Il est aujourd'hui responsable créatif de Nintendo. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo. C'est en 1983 que sort Mario Bros, un des premiers jeux de plateforme multijoueur créé par Miyamoto. Ce jeu est conçu comme une suite de Donkey Kong dans lequel Mario le plombier devra avec son frère Luigi combattre des monstres qui apparaissent dans les égouts de New York. Mais cette version n'est pas la préférée ni la plus aboutie selon Miyamoto. Il co-créera ensuite avec Takashi Tezuka le jeu Super Mario sorti en 1985 dont le système de jeu et l'univers ont été entièrement repensés. Super Mario a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, il va propulser la société japonaise parmi les plus grands de l'industrie vidéoludique. Ce jeu posera à lui seul les bases du jeu de plateforme et sera repris par de nombreux successeurs. On pense notamment au système de déroulement horizontal, les sous-boss, les boss de fin, de niveau, les raccourcis secrets et le système de récompense, dépendant de la difficulté, sont notamment des inventions du jeu. Tezuka et Miyamoto vont de plus créer un univers inédit, celui du royaume champignon, ainsi qu'un level design et donc un gameplay astucieux basé sur des éléments graphiques bien précis. De cette manière, le joueur comprendra de manière intuitive le fonctionnement du jeu à la seule vue des décors. C'est pour cela qu'ils créeront des champignons sur lesquels on a naturellement envie de rebondir, des tuyaux qui nous incitent à descendre et des caisses énigmatiques qui nous poussent à les ouvrir à cause du point d'interrogation qu'elles arborent. En réalité, l'entièreté des fonctionnalités du jeu ont un sens et une histoire. Je vous redirige à ce sujet vers l'excellente vidéo YouTube de Sakaru. Donc, ces designs n'ont rien à voir avec le fait que les développeurs ont pris de la... Mais je m'égare, il est intéressant de souligner qu'il s'agit d'une coproduction américano-japonaise, Nintendo étant très engagé dans la production et le processus créatif du film. Évidemment, on peut le constater dans la direction artistique qui respecte scrupuleusement les designs des jeux vidéo, mais on remarquera que l'éditeur de jeux japonais a posé son logo à celui du film, comme pour montrer leur forte implication dans le projet. Et on peut comprendre cette méfiance de Nintendo qui a connu de mauvaises expériences par le passé. On pense notamment au film de 1993 réalisé par Annabelle Jankel et Rocky Morton, et à la série d'animation qui sont... d'une incroyable qualité ? Non. Maintenant que nous avons mis un peu de contexte dans cette histoire, nous allons pouvoir passer à la production du film. Comme nous venons de l'évoquer, Mario est un véritable mastodonte de la pop culture. Et pourtant, à ce jour, aucun film ou série digne de la renommée du célèbre plombier n'a encore été réalisé. C'est donc pour cette raison que j'ai vraiment envie de vous faire remarquer que les enjeux de ce nouveau film sont capitaux. Car il s'agit clairement de faire passer Mario et Nintendo au niveau supérieur du divertissement. En effet, la réussite de ce film permettrait de faire bondir Mario de star de jeux vidéo à star du cinéma. Mais au-delà de ça, cette réussite viendrait aussi progressivement asseoir la légitimité de Nintendo dans le monde du 7e art, pouvant ainsi ouvrir potentiellement la porte du cinéma à d'autres licences de l'univers Nintendo, comme le monde de Zelda par exemple. Qui sait après tout ? Bref, vous l'aurez compris, la réussite du film Super Mario Bros n'est pas tant une question de survie pour Nintendo, mais il s'agit ici plutôt d'élargir son réseau d'influence sur le monde du divertissement, en visant un public toujours plus large. Dès lors, pour élargir son réseau d'influence, encore faut-il capter son public. Pour ce faire, il est certain que Nintendo devra présenter une œuvre avec des standards bien supérieurs à ce qui est sorti par le passé. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. Bref, j'ai envie de dire que quand on voit le contexte de production et de réalisation de ce film, il est clair que Nintendo a conscience de ça, en mettant aux commandes du projet une équipe capable de surmonter ce nouveau boss. Comme nous l'avons précédemment évoqué, le film d'animation sera produit par Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination Entertainment, et par Shigeru Miyamoto pour Nintendo, qui fait sa grande entrée dans le monde du 7e art. Alors, vous me direz très certainement que nombreux sont les films ou œuvres inspirés des univers Nintendo. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que Nintendo aura une place aussi importante dans le processus créatif d'une œuvre pour le cinéma. Et à mon sens, c'est justement sur ce détail que Nintendo doit jouer. D'une part pour se démarquer des œuvres du passé, mais d'autre part aussi pour miser sur l'avenir, en lançant son propre label cinématographique. Et quand on voit les bandes annonces du film, on ne peut nier que la combinaison de Illumination et Nintendo est déjà une pure réussite, ne serait-ce que visuellement parlant. Alors, le film sera dirigé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, principalement connus pour la réalisation de la série et du film d'animation héroïque Teen Titans Go pour Cartoon Network. Sur papier, on n'aurait jamais pu deviner avoir ce casting de réalisateurs à la tête d'un aussi gros projet. Cependant, dans le cinéma moderne, je pense que les intentions et la vision globale d'adaptation sont parfois plus importantes que le CV. Après tout, nombreux sont les grands univers repris par des grands réalisateurs pour au final nous sortir un véritable navet. Dès lors, sachant que Shigeru Miyamoto, créateur de la licence, est au premier plan dans la création de ce film,
J'ose espérer que ceux-ci auront été préférés à d'autres, essentiellement pour leur vision inédite et novatrice de la franchise. Au niveau du scénario, on retrouvera Matthew Vogel, connu notamment pour The Lego Movie 2 et Les Mignons 2. Au niveau de la composition musicale, on retrouvera Brian Tyler, qui n'est pas spécialement un compositeur que le grand public connaît, pourtant celui-ci a énormément travaillé sur de célèbres franchises comme Fast and Furious ainsi que Marvel, et qui a dernièrement travaillé sur le dernier Scream. Bref, nous sommes face à un compositeur avec un certain background, qui par l'intermédiaire de son travail dans Mario pourrait enfin réussir à se faire connaître du grand public. Et pour terminer la composition de cette équipe, parlons de l'une des principales pièces maîtresses d'un film d'animation, à savoir son doublage. Alors pour le doublage de la VO, nous aurons une véritable Dream Team, une équipe à ce point exceptionnelle que je n'ai même pas besoin de faire état de leur filmographie pour vous faire comprendre le talent qui en émane. Le film mettra donc principalement en vedette Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser et Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong. Alors, étant dans un film d'animation, j'ai envie de m'attarder également sur le doublage de la VF, qui a déjà fait l'objet de nombreuses louanges, lors de la publication des premières bandes annonces par les fans pour l'adaptation faite de Mario. Là où Chris Pratt, lui, s'est pris un véritable déferlement de haine pour son doublage neutre et sans aucune adaptation de voix au personnage de Mario. Bon, même si les critiques s'entendent à première vue... Ouais, il y a encore du travail quand même, mais bon. Essayons de ne pas juger trop vite la performance de l'acteur, surtout que ces jugements se basent uniquement sur quelques phrases prononcées lors des premières bandes annonces. Royaume champignon, nous voilà! Mushroom Kingdom, here we come! Alors, avant de vous dévoiler le casting VF, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Team VO ou Team VF pour regarder vos films, en m'expliquant le pourquoi du comment, bien entendu. Sachez d'ores et déjà que nous retrouverons Pierre Tessier dans le rôle de Mario, qui est un acteur de théâtre très actif dans le monde du doublage. Vous le connaissez notamment pour être la voix officielle de Ryan Reynolds dans la plupart de ses films. Eh bien bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Nous retrouvons également Christophe Lemoine dans le rôle de Bowser, il est notamment connu pour être la voix officielle de Jack Black, qui comme nous l'avons déjà mentionné sera la VO de Bowser. Bande de petits merdeux, vous allez bien? Eh oui, c'est Christophe Lemoine, comédien spécialisé dans le doublage. Nous aurons Audrey Sourdive en Princess Peach, qui a doublé dernièrement Anya Taylor-Joy dans Last Night in Soho, ou encore Lady Gaga dans House of Gucci. C'est très sérieux. Et toi, ça te fait ni chaud ni froid. Déjà, c'est mon nom, ce n'est pas le tien qui est sur ces tasses. Et finalement, nous retrouverons Benoît Dupac dans le rôle de Luigi, connu notamment pour avoir doublé Charlie Day dans de nombreux films, le personnage de Glenn dans Walking Dead, ou encore Onizuka dans l'anime GTO. Chut, Julia, vous vouliez me voir? Oh merde! Oh. Tu veux t'asseoir, Dave? Je suis obligé? Si je me permets de vraiment mettre l'accent sur le doublage français dans cet épisode, en particulier, c'est notamment pour vous faire remarquer que le doublage d'un film d'animation et le doublage d'un film live sont deux exercices bien différents. Je laisse Adrien Antoine vous en dire davantage sur le sujet. Après tout, il n'est que la voix de Superman, Thor et Jack Sully. Il n'y a pas vraiment un truc plus difficile que l'autre. En revanche, il y a deux exercices différents parce que le live, c'est déjà fait, quoi. C'est déjà joué. L'acteur, il a déjà travaillé avant, donc il a déjà tout. Donc il n'y a plus qu'à se poser sur lui, essayer vraiment de suivre ce qu'il a fait sans abîmer son travail et puis en essayant de se faire le plus discret possible. Il faut être créatif, mais enfin bon, on a quand même un cadre bien précis. Alors que le dessin animé, il faut être un petit peu plus inventif. Parfois, souvent. On a plus de liberté, donc il faut vraiment pas hésiter à s'exprimer davantage, à chercher des choses. L'un peut être plus difficile que l'autre et vice-versa. En ce qui me concerne, je trouve en général le dessin animé un peu plus difficile. En bref, ce qu'on peut comprendre et retenir, c'est que pour ce film d'animation Mario, la VO et la VF seront sur un pied d'égalité quant à la liberté d'interprétation et la manière de jouer personnage. Et donc chaque acteur, et ceci peu importe la version, pourra exprimer son potentiel créatif. Dès lors, je suis très curieux de découvrir l'AVF quand on connaît la qualité du doublage français. Maintenant que vous avez une vision globale des origines de l'univers Mario et du contexte de production de ce film, attardons-nous sur les premières images et bandes annonces du film qui peuvent nous laisser imaginer ce à quoi on pourrait s'attendre. Ces premières bandes annonces sont tellement riches visuellement en animation et en référence aux jeux vidéo qu'il est très dur de savoir par où commencer pour analyser de telles images. Mais si je devais vous résumer ce que je retiens après le visionnage de ces premières bandes annonces, c'est qu'on sera face à un film visuellement oufissime, qui risque d'être une origin story de l'histoire de Mario, tout en étant une sorte de medley des différentes aventures de celui-ci. Dès lors, revenons un peu sur chacun de ces points.
La sortie du film Mario est quelque chose de très hype, très attendu par la communauté, et ceci tant par les fans inconditionnels de l'univers que les nouveaux arrivants qui n'auraient jamais joué à un jeu Mario de toute leur vie. Dès lors, qu'est-ce qui réunit ces deux publics, totalement différents sous un même étendard ? Vous me direz sûrement, l'univers mythique de Mario. Moi je vous dirais plutôt un visuel et une animation resplendissantes, en plus d'être riches. Grâce à cette qualité visuelle, Mario ne sera plus cantonné à une simple référence pop sortie de tout contexte, mais sera une véritable histoire pouvant attirer les fans hardcore, tout comme les familles. Visuellement parlant, je suis notamment impressionné par les jeux de lumière et la texture. Prenez la scène d'arrivée de Bowser dans le monde des pingouins lors de la première bande-annonce. C'est incroyable de voir comment ils ont réussi visuellement à associer le contraste entre les lumières chaudes et froides, qui fait état d'une véritable opposition et d'un sacré réalisme pour un film d'animation quand même. De plus, j'ai envie d'ajouter que certaines prises de vue proposées pour accompagner le propos des personnages sont iconographiquement brillantes et parlantes sans aucun dialogue. Prenez encore une fois l'exemple de Bowser lorsqu'il part envahir le monde des pingouins. Quand vous regardez ces deux images, vous n'avez même pas encore entendu le personnage que vous comprenez la puissance, la détermination et la fureur de celui-ci. Bon, bien sûr, je ne fais ici qu'effleurer les exemples qui illustrent la qualité des visuels et de l'animation, mais ça me permet d'illustrer mon propos, qui est de dire qu'Illumination est passé dans la nouvelle ère de l'animation. Certes, comme on l'avait déjà évoqué, Illumination c'est Moi Moche et Méchant, La Famille Adams, tous en scène. En bref, des films qui ont rencontré un franc succès. Cependant, il n'est pas faux de dire que le style visuel d'Illumination commençait petit à petit à avoir fait son temps. Si on doit comparer son travail à celui de Pixar... En famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. DreamWorks, Espresso. et même Sony, Miles! Wanna get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. Dès lors, ce nouveau film et cette nouvelle collaboration avec Nintendo marquent à mon sens un véritable renouveau visuel pour le studio. Au niveau de l'histoire, nombreux sont les jeux Mario qui se résument à sauver la princesse Peach après un enlèvement de Bowser. Ou alors une histoire qui n'est qu'un simple prétexte pour une succession de niveaux. Mais au-delà de ça, la bande-annonce semble vraiment prendre à contre-pied ces scénarios clichés de Mario, sauveur de princesse. J'ai même envie de penser que ce sera l'inverse. Donc je suis très impatient de découvrir le film qui semble mettre en scène une histoire totalement inédite. Dès lors, pour aiguiser notre avis, essayons d'imaginer ensemble ce qui pourrait ressortir de ce film au niveau de l'histoire. Tout d'abord, à mon sens, ce film devrait prendre la direction d'une origin story prenant un peu des airs d'isekai. Ce que j'entends par là, c'est qu'il semblerait que les personnages de Mario et Luigi commencent le film dans notre univers, et ceci bel et bien en tant que plombier. Puis d'un coup, ceux-ci seraient propulsés vers cet autre monde où ils seront chacun sur des territoires différents. En tout cas, certaines images me laissent clairement penser ça. D'une part, sur ces images, on voit clairement que Mario et Luigi sont propulsés ensemble quelque part, et moi je pense qu'il pourrait bien s'agir de la connexion entre les deux mondes. D'autre part, ce qui appuie d'autant plus mon idée qu'il s'agit d'une origin story, c'est que Mario et Luigi semblent totalement perdus, et n'ont vraiment pas l'air de savoir où ils se trouvent. Ensuite, qui dit origin story de Mario, dit origin story de Bowser. La première bande-annonce nous laisse entrevoir la soif de puissance et de pouvoir de celui-ci. Et bon, sans spoiler, il semble assez évident qu'il sera le principal antagoniste de ce film. Et sa quête principale devrait être la conquête de tous les mondes, dont celui des pingouins, qu'on peut apercevoir dans la première bande-annonce, et tous les autres mondes de cet univers, notamment celui des champignons, dont Peach est la reine, ainsi que recueillir toutes les étoiles qui lui permettront sûrement de gagner toujours plus de pouvoir. Dans ce contexte, Mario aura sûrement pour quête, d'une part de retrouver son frère Luigi, qui semble être dans un monde hanté, qui pourrait très bien être celui de Bowser, ou alors le manoir du jeu vidéo Luigi Mansions, et d'autre part de sauver cet univers des griffes de Bowser. Cependant, pour arriver à accomplir cela, il devra apprendre à appréhender ses nouveaux pouvoirs, à savoir bondir très haut, ainsi que de pouvoir donner des coups puissants. Des capacités qu'il n'avait pas dans son ancien monde. Dès lors, c'est là que je pense que la princesse Peach interviendra. Elle sera sûrement là pour aider Mario à combattre Bowser, et l'aidera également à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Peach ne serait donc plus la simple princesse sauvée par Mario, mais celle qui sauve Mario. Elle sera sûrement aussi un bon intermédiaire pour entrer en contact avec le royalissime Donkey Kong, car très certainement que Mario et Peach tenteront de trouver toute une série d'alliés en vue de les rallier à leur cause contre Bowser. Bref, à mon sens, c'est en tout cas ce qui devrait ressortir de l'histoire. Pour le reste, il est question de péripéties et comme vous, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Un autre point qui fait l'unanimité et qui rend cette adaptation toujours plus crédible, c'est le respect de l'univers, ainsi que les nombreux easter eggs présents.
Les affiches de films ainsi que l'ensemble des bandes annonces sont un nid de référence aux jeux vidéo Mario, ce qui va sûrement ravir plus d'un fan. Tout d'abord, j'ai envie de parler de la musique. Comme nous l'avons déjà évoqué, le compositeur principal du film est Brian Tyler. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Koji Kondo, célébrissime compositeur des différents thèmes des jeux Mario ou encore Zelda, sera présent pour intégrer ces célèbres thèmes classiques de Mario dans le résultat final du film. On peut déjà avoir un aperçu de cela dans les premières bandes annonces. Certes, les musiques sont réarrangées pour les rendre plus épiques et orchestrales pour les besoins du film, mais il est indéniable que les sources sont les thèmes originaux de Mario. Mais en plus des références musicales, le jeu est rempli de références aux anciens jeux vidéo. Par exemple, la forteresse de Bowser, apparaissant dans le premier trailer, fait clairement référence à celle apparaissant dans le tout premier jeu Paper Mario. Les pingouins ont un design qui mélange ceux de Super Mario 64 et Mario Galaxy. L'étoile dont Bowser s'empare dans la bande-annonce est celle qu'on peut apercevoir dans le jeu Super Mario 64. Le détail va même jusqu'au logo qui reprend la même police et les mêmes couleurs que dans les jeux. Le film semble même faire référence à d'autres jeux en mettant par exemple en scène un niveau de jeu de Donkey Kong, ce qui pourrait aussi nous faire penser avec cette arène au jeu vidéo Super Smash Bros où les personnages de Nintendo s'affrontent entre eux. Et pour finir, même Mario Kart a droit à son easter egg. Bon, vous l'aurez compris, les références sont nombreuses dans ce film, et chaque plan mériterait une analyse propre pour les découvrir. Je vous renvoie donc en description où vous trouverez les chaînes analysant plus en détail ces références. Mais en tout cas, ces premières bandes annonces sont une communion entre des visuels réussis, une histoire inédite ainsi que des références permanentes à l'univers et aux jeux vidéo Mario. Ce qui fait qu'au final, tout le monde arrive à trouver son compte. Bref, pour conclure cette vidéo, le film Super Mario Bros semble être bien plus qu'un simple divertissement. Au travers des bandes annonces et des premières affiches, on peut ressentir toute l'ambition créative et visuelle derrière ce projet. De plus, le film semble marquer une nouvelle ère pour Nintendo qui part véritablement à la conquête du cinéma et plus largement du monde du divertissement. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le film a l'air visuellement très abouti. Je pense que les leaders de l'animation tels que Disney, DreamWorks ou Sony ont du souci à se faire car un nouveau challenger vient de rentrer dans l'arène. Ce n'est peut-être pas le plus grand, ni le plus fort, mais l'air de rien, ça fait maintenant 40 ans que Mario saute d'aventure en aventure et peut-être qu'il parviendra même à se hisser parmi les plus grands héros de la pop culture. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à sauter tel un plombier acharné sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. A très bientôt pour un nouvel instant ciné, c'était Yugi et Mouni, tchuss.